Alors avant de vous présenter nos deux invités qui nous ont rejoints, vous voyez Tunisie libre, la fresque prend forme, une fresque donc que sont en train de nous réaliser les deux graffeurs Sim et S. Kewan. On les retrouvera tout à l'heure, on les laisse continuer à avancer. Myriam Marzouki, dont vous nous avez rejoint, également Khadija Cherif avec nous. Vous êtes, on l'a dit, secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme. Myriam Marzouki, vous êtes metteuse en scène. Alors on a vu dans le sujet, ça vous a pas échappé, vous regardiez attentivement votre père, Monsef Marzouki, donc du Congrès pour la République, qui a été interviewé. Question peut-être un peu intime, est-ce que vous avez participé à cette campagne électorale à ses côtés? Est-ce que vous avez joué un rôle? Je l'ai soutenu et j'ai suivi surtout avec beaucoup de fierté l'ascension d'un parti qui est passé de quelques dizaines de militants relégués dans l'illégalité à un parti qui a réussi à se structurer en quelques mois et qui est à mon avis révélateur de la manière dont un espace de liberté s'est ouvert infiniment rapidement. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on est passé d'un pays qui était dans une torpeur et dans une dépression politique et morale à un pays où on discute partout. Moi j'étais encore hier dans une petite supérette à Sousse et j'entendais les salariés en train de parler de politique. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on puisse aller dans un supermarché, d'entendre les salariés ne pas être d'accord et parler à voix haute. C'est quelque chose qui est totalement invraisemblable quand on sait d'où on part il y a moins d'un an. Khadija Cherif, ça y est, la Tunisie, c'est une démocratie aujourd'hui? C'est un début. Nous avons réalisé une grande étape qui est historique. C'est vrai que c'est un tournant. Pendant les 9 mois, on a pu dépasser toutes les embûches, les insécurités, l'instabilité. Et on est arrivé à ce jour du 23 octobre qui a été un moment historique où réellement les Tunisiens se sont mobilisés, ont voulu exprimer leur voix, et ça, on ne l'a jamais vu. Mais moi, je pense que le travail commence aujourd'hui. On est encore dans la transition démocratique. Toute cette année, pour la préparation de la Constitution, c'est une année de vigilance, d'observation, de pression pour ne pas regresser. Et le processus démocratique ne fait que démarrer et on sera là pour continuer à nous mobiliser. Alors vous, en tant que militante des droits de l'homme, on l'a dit, vous êtes aussi une opposante à l'ancien régime de Ben Ali depuis des années et des années. Quelles sont aujourd'hui dans la Tunisie nouvelle, que ce soit du côté du parti d'Ennahda ou de ses alliés, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir sur les acquis de la société tunisienne? Moi, j'ai toujours pensé que le code du statut personnel était, comme le disait un ami, la constitution de la Tunisie. Ça, c'est un point très important. Donc, la ligne rouge, c'est de ne pas régresser. La deuxième chose, cette ligne rouge aussi, c'est de nous permettre d'avancer, de faire évoluer le code, d'éliminer toutes les discriminations et les inégalités qui persistent encore dans le texte. Dans quel domaine? Sur l'héritage homme-femme, par exemple? D'abord, sur l'héritage, l'homme chef de famille, la dot, etc. Il y a quand même des choses qu'il faut faire évoluer, où l'égalité et la citoyenneté des femmes restent encore à réaliser pleinement. Et donc ça, c'est un travail de fond. Et c'est ce qui est d'ailleurs, on a toujours présenté la Tunisie comme étant le pays de la région et des pays arabes où effectivement il y a une législation favorable aux droits des femmes, une reconnaissance des droits des femmes. Il s'agit maintenant aussi de le mettre en pratique. C'est que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un décalage entre les textes eux-mêmes qu'on veut faire évoluer et la pratique et les pressions que certains partis, pour le dire sans vexer personne, la base du parti Ennahda n'a pas une attitude et un comportement tout au long de ces derniers mois pour favoriser cette citoyenneté des femmes. Et il y a un décalage entre ce que disent les chefs, disons, ou le bureau politique, ou l'élite du parti, et leur base qui reste quand même conservatrices et qui ont des comportements sincèrement inquiétants. Samy Triki. Bon, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec elle concernant le code statut personnel. Pour nous, le code statut personnel, c'est un acquis, c'est un texte législatif dont tous les Tunisiens sont fiers. Donc le divorce pas remis en cause, par exemple, pour ne citer que lui? Pas de polygamie, pas de remise en cause du texte de divorce. Même nous partons d'une logique que le code de statut personnel, et là je ne sais pas si je suis pour les téléspectateurs, nous considérons que le code de statut personnel est une interprétation objective des textes coraniques. Donc on s'y tient
on s'y tient à ce code. Concernant aussi les lignes rouges à ne pas affranchir, je suis tout à fait d'accord avec Mme Khadija, donc on est conscient de cela et il faut travailler tous dans ce sens. Pour quelques points de différence, par exemple, concernant les règles de l'héritage, on va discuter, on va avec vos alliés sur cette question. De faire comprendre aux autres que pour les règles de l'héritage, il y a un problème. Où réside le problème exactement? Par exemple, toujours on croit que les règles de l'héritage favorisent seulement les hommes, alors que ce n'est pas vrai parce que dans les textes législatifs, et là je suis du domaine, donc je vous le dis et je vous le confie, les textes concernant l'héritage donnent énormément de droits à la femme sur 33 cas, seulement un cas que l'homme prend à deux fois donc, il y a des cas où... donc là, ce sont des cas très précis et très particuliers. Mais par exemple, on ne va pas refaire le débat sur la laïcité à la française, Anissa Daoud en parlait tout à l'heure, mais sur, par exemple, la tenue vestimentaire, est-ce qu'il n'y aura pas... Non, bien sûr que non. Aucune obligation de porter un voile ou pas... Là, c'est un acquis tunisien. Et je ne dis pas un acquis. Là, c'est une liberté fondamentale. Là, c'est une liberté individuelle. C'est un choix. C'est un choix. C'est une vision d'une société moderne dont on va défendre forcément et pleinement. Au contraire, là, on y adhère et on s'y intègre. Et pour nous, c'est une fatalité. On ne peut pas régresser. Autre sujet important. On parlait tout à l'heure du double discours. C'est donc une accusation entre guillemets qui vous agace. J'aimerais avoir votre avis par rapport justement au chef de votre parti, Rached Ranouchi. TV5 Monde, vous le savez, est la chaîne de la francophonie. La Tunisie est un pays membre fondateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous lis ce qu'a déclaré Rached Ranouchi. C'était en milieu de semaine. Il dit que les Tunisiens, il regrette que les Tunisiens ne soient devenus, je cite, franco-arabes dans la pratique de la langue. Et il ajoute, nous sommes arabes et notre langue, c'est la langue arabe. On est devenu franco-arabe. C'est de la pollution linguistique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ça, c'est une mauvaise traduction. Mais de l'arabe littéraire au français. Moi, je parle, en même temps, je suis en train de parler le français. On ne peut pas communiquer nos idées si on élimine les autres langues. Forcément. Il parle de la langue officielle et la langue du peuple tunisien. Mais il ne veut pas dire qu'on va évincer les autres langues, parce que, partant de cette idée, on est complètement... C'est-à-dire que Samira Badawi... On est complètement... on ne remet pas en cause la partie francophone, par exemple, de la télévision publique tunisienne. Non, pas du tout. Écoutez, mon père, il est francophone, il est francophile. C'est un militant, il partait un militant de la gauche. Mais vous dites l'arabe littéraire en même temps. Ma mère, elle est esthéticienne. Oui, mais donc là, c'est un exemple d'une petite famille qui se voit différente et qui respecte les différences. Donc, alors, en même temps, je vois mal où résident exactement les inquiétudes. Mais arabe littéraire, langue officielle de la Tunisie, c'est le cas dans beaucoup de pays arabes, pays voisins y compris, l'Algérie, le Maroc. Mais en même temps, est-ce que ça ne pose pas question? Il y a beaucoup de Tunisiens qui ne comprennent pas ou qui ne maîtrisent pas beaucoup l'arabe littéraire. Les binationaux, par exemple, la question des binationaux. On sait qu'en France, il y a le Front National qui vient de mettre en cause, de proscrire la binationalité. Vous, par exemple, par rapport au code de nationalité, justement, où le statut de la femme permet de transmettre sa nationalité, si elle est mariée à un étranger ou à un non-musulman, sa nationalité. Quelle est votre position? Quelle est votre appréciation? Bien sûr, on va discuter tout cela avec nos partenaires politiques. On va essayer de pousser la société vers l'évolution, parce qu'on peut pas stagner, on doit changer les mentalités, on doit travailler tout le monde dans ce sens. Donc, s'il y aurait des négociations de propos là-dessus, pourquoi pas, on va lancer le débat. Alors, je vous propose maintenant de partir à la goulette à présent. On va découvrir le portrait d'un homme, qui s'appelle Jacob Lelouch. Il est le seul candidat de confession juive à s'être présenté à cette élection de l'Assemblée constituante, en tout cas le seul sur le sol tunisien, puisqu'il y en a un autre candidat de confession juive qui s'est présenté, mais c'était dans une circonscription de l'étranger en France. Notre équipe est allée donc à la rencontre de Jacob Lelouch. Une affiche électorale remisée dans le coffre d'une voiture. Jusque-là, rien de très inhabituel.
Oui, non, il y a tout le matos, tu vois, il y a les seaux de colle, les pinceaux, et c'était mon affiche. Avec la tête de liste qui était une femme et le second juif, tu vois, c'est une affiche scandaleuse s'il en est. Scandaleuse ou plutôt pas très commune. Jamais un juif ne s'était présenté à une élection en Tunisie. Jacob Lelouch, à 51 ans, est le premier. C'est quoi cet endroit, Jacob ? Ça, c'est la boucherie cachère, la dernière pratiquement de Tunisie. De Tunis en tout cas. Bonjour. Une seule boucherie cachère dans la capitale pour près de 300 juifs. Pas davantage. Une toute petite communauté qui a plutôt l'habitude de faire profil bas. Vous voulez pas trop répondre à la question ? J'ai pas trop la télévision. Ça leur a été, je pense, pas très agréable parce qu'ils ont eu l'impression peut-être que j'allais attirer sur eux les feux des projecteurs alors qu'ils avaient l'habitude d'être dans l'ombre, quoi. La Goulette, dans la banlieue de Tunis. Jacob y tient le dernier restaurant cachère de Tunisie, chez Mamie Lili, une institution. Mamie Lili, c'est sa mère, une Tunisienne pur jus, depuis 25 générations, qui ne s'en laisse pas compter. Dans 1 heure, je suis là. C'est pas pour le Oui, c'est quoi ? cachériser la viande. Bon, cachériser la viande, laisse-la, maman. Ah ouais, 9h55. Ouais. La cachérisation devra attendre, car les premiers résultats du scrutin constitutionnel sont sur le point de tomber. Nahda 4051, Takaton 1956 et le CPR 906. Ouais. Bon, pas terrible, hein, mais... Les enfants ont été portés disparus suite à une forte crue. Ouais. Bon, ben, apparemment... Caresser, résultat. Bah ouais, on n'a rien, maman. Dépité, c'est déjà pas mal. Non, pas député, mais... On a rompu une tradition, donc c'est déjà bien suffisant. Rompre avec la tradition, ou plutôt briser le mythe d'une Tunisie monolithique, uniquement arabo-musulmane. Et c'est pour cela qu'il s'est présenté au départ. Ouais. Le symbole de la Tunisie, c'est la main, et la main de Fatma. C'est un des symboles les plus forts. Et pour avoir toute la puissance dans une main, il faut que tous les doigts y soient, même s'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc, forza. Sa confiance n'est pas forcément partagée par tout le monde. Dans la cour, Raouda s'échauffe. La commis de cuisine vient d'apprendre les derniers résultats et la percée du parti musulman conservateur. J'aime pas Ennahda. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acheté les voix, c'est pas... Voilà. Les peuples... Ça n'a pas été le choix du peuple. Ils ont donné de l'argent aux gens en leur disant « Votez Ennahda, votez Ennahda, votez Ennahda ». Et vous auriez voulu que Jacob y soit élu ? Oui. Oui, je suis déçue. Il mérite d'être élu, pas, je veux dire, président de la République. Mais un petit coin de... Mais ça, c'est parce que toi, tu m'aimes. Le soir venu, le candidat redevient restaurateur. Et la victoire d'Ennahda, sa propre défaite, juste les règles du jeu démocratique. L'essentiel, c'est que lui, le juif tunisien, ait pu y participer. Myriam Marzouki, la Tunisie, terre de toutes les minorités, avec toutes ses composantes religieuses et historiques. C'est la Tunisie que vous voulez ? Oui, moi je trouve ce reportage très émouvant et en même temps ce que je me dis c'est qu'on parle beaucoup d'identité et ça me fait penser finalement à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée en France où on a failli avoir un débat sur l'identité nationale et je me dis qu'au fond on se pose beaucoup trop de questions d'identité aujourd'hui, on est dans une période où il y a une crise économique mondiale. Je crois que les défis qui sont les défis de la Tunisie du XXIe siècle, c'est pas seulement de se définir par rapport à la laïcité ou par rapport à son identité arabo-musulmane ou à les différentes strates de son identité. Aujourd'hui, il va falloir discuter la question de la dette, il y a la question de la réforme des institutions, la question de la réforme de la justice, question de la politique agricole d'une Tunisie qui va peut-être souffrir du réchauffement climatique. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui des problèmes dont il va falloir discuter dans une démocratie arabe qui pourrait être un véritable laboratoire où on inventerait ce que serait un État civil dans lequel on vivrait effectivement avec une majorité musulmane, une minorité chrétienne, une minorité juive, mais qu'au fond, les questions qui sont en débat, c'est pas seulement ces questions d'identité. C'est le destin commun finalement du peuple. Oui, mais ce destin commun, il va se construire autour de questions qui sont des questions institutionnelles,
culturelle, économique, culturelle, sociale, éducative. Et j'ai envie de dire qu'on en a un petit peu assez du débat sur l'identité. Vous écoutez attentivement Myriam Marzouki, c'est un point de vue que vous partagez Je partage en Chérif. partie, mais je pense que le référentiel est quand même quelque chose de fondamental. Et pour que la Tunisie soit un pays ouvert, qu'il y ait la tolérance, la place pour les minorités, justement, l'autre ligne rouge, c'est de ne pas avoir la source du droit qui permette donc cette ouverture. Donc la source du droit ne peut pas être religieuse, ne peut pas être la charia. Et donc ça aussi, c'est très très important. Maintenant, l'urgence par rapport, effectivement, le problème de l'identité n'est pas cette urgence-là. On peut se dire, moi je m'identifie comme tunisienne, je ne vois pas pourquoi. Mais ce n'est pas les laïcs qui ont imposé cette démarche, il faut le savoir, et enfermer l'identité dans l'arabo-musulman. Enfin, attendez, pardon de vous couper, mais on a l'impression qu'il y a qu'Ennahda qui fait référence, mais il n'y a qu'un seul parti qui est très clair sur la question, dites-moi si je me trompe, c'est 12 tournants notre constitution, mais sur les partis dits progressistes et laïcs, ils disent clairement l'identité de la Tunisie est arabo-musulmane. Hein. Personne ne peut nier qu'il y a cette appartenance-là. Le problème, c'est de ne pas la fermer dans ça. Il y a la dimension méditerranéenne, la dimension africaine, la dimension internationale, universelle. Donc on veut s'inscrire dans l'universel pour garantir ces libertés. D'où l'inquiétude. Et le débat, c'est vrai qu'il a pris peut-être trop de place. Mais je trouve que, comme disait tout à l'heure l'une des intervenantes, c'est qu'on a vécu un moment très fort où il y a eu des débats de fond qu'on ne pouvait pas avoir. Et je pense que la dictature, c'est elle qui a jouer aussi dans le repli identitaire, dans la référence à l'islam. Aujourd'hui, les gens, moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que les gens qui ont voté n'ont pas voté seulement Nahda. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un vote pour un parti. C'est un vote contre l'immoralité du politique. Donc c'est moraliser la politique. Moi je connais beaucoup de gens qui ont voté Nahda qui vous disent ils ne sont pas pratiquants, qui sont très libéraux à tous les niveaux, mais il leur semble que, parce que vraiment la dictature a fait le lit de l'islamisme et de la radicalisation. Donc aujourd'hui, le travail que nous devons faire, même s'il y a des urgences dont parlait Mariam, je les partage, l'économique, la crise économique. Alors justement, l'économie Samitri, j'aimerais vous entendre sur ce point précis. On va voir quel est le programme de votre parti d'Ennahda, mais peut-être je vous ai vu réagir à deux moments dans le sujet. C'est donc le candidat de confession juive, Jacob Lelouch, qui dit lui qu'il n'a pas peur de vous. En revanche, la dame qui porte le voile ne vous aime pas apparemment et vous avez réagi dans les deux cas. Tout d'abord, laissez-moi dire que je ne veux pas parler de minorité et de majorité. Je ne veux pas dire une minorité juive ou une minorité chrétienne ou une majorité musulmane. Pour nous, c'est à part égale. Le plus important, c'est la citoyenneté. Donc, on parle d'une minorité quantitative, mais dans cette minorité quantitative, ça peut exister une majorité qualitative. Donc, on a besoin de toutes les compétences et toutes les qualités. Et l'une des spécificités de notre Tunisie ancienne, ainsi que d'aujourd'hui et de demain, c'est cette différence et cette mosaïque de culture qui nous laisse toujours très ouverts. Alors sur le plan économique, Myriam Marzouki disait que ça a été un peu, on va dire, un peu mis de côté avec le débat justement sur la laïcité et sur le religieux dans la société tunisienne. Vous, Ennahda promet la création de 590 000 emplois en l'espace de 5 ans. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Rappelons que le nombre de chômeurs est évalué aujourd'hui à 700 000. Il était de 500 000 au moment où Ben Ali est parti. Oui, nous avons présenté un modèle économique dont on a beaucoup travaillé avec des experts nationaux et internationaux. On a essayé on a donné, pour la première année, c'était une année de décollage, on l'a appelé une année de décollage, mais il faut toujours comprendre qu'on ne va pas travailler seul, on va travailler avec tous nos partenaires. Oui, mais concrètement, j'ai cru comprendre que vous voulez alléger, par exemple, les charges fiscales des entreprises. Oui, ça s'est déjà vu dans les autres pays. C'est pas ça qui a honnêtement amélioré la situation. Non, pas seulement. On va aussi mettre des doses de moralité dans notre économie parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de. Et c'est ça qui fait stopper et qui bloque le lancement de notre économie. Et on va travailler et surtout, je tiens à cette chose. On va travailler tous ensemble
CPR, Pôle démocratique, PDP, Nahda, toutes les forces politiques parce qu'on est d'accord sur les différents points économiques. Vous êtes quoi économiquement? Ultra-libéral, on vous présente comme des libéraux, vous êtes un parti de droite? Oui, on est libéraux. Bien, on se préserve quelques spécificités, quelques particularités, mais ça ne va pas chambarder tout le modèle économique. On sait pertinemment qu'il y a des équilibres internationaux, il y a des engagements internationaux, on va les respecter. On va à tous les niveaux. Rapidement, des secteurs clés. Les secteurs clés sont bien entendu le tourisme, les phosphates et également les services. Juste sur la question du tourisme, qui dit tourisme, je précise, de masse, dit forcément soleil, hôtel, mais dit aussi maillot de bain et alcool. Est-ce que là aussi, vous allez devoir trouver un équilibre entre la réalité économique? On va diversifier. Non, mais ça, vous n'allez pas, par exemple, fermer les hôtels où il y a le farniente, la fête et l'alcool? On l'a dit à voix haute. On l'a dit dans notre programme. On a lancé des promesses et on va les maintenir. C'est une société ouverte qu'on doit respecter. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Ce numéro touche à sa fin. Merci aussi à nos deux graffeurs, Eskawan et Sim. Je me tourne vers eux. Leur fresque est désormais quasiment terminée. Apparemment, on en est aux dernières touches. Ma Tunisie libre. C'est donc Ma Tunisie est libre. C'est Samira Madawi qui me cache le petit « est ». Donc voilà, la Tunisie est libre. Un grand merci également à toutes les équipes de la télévision tunisienne nationale, la télévision publique, qui nous a donc accueillis ici à Tunis. Merci aussi à toutes les équipes de TV5 Monde qui nous ont permis également de réaliser cette émission. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent à Oran, à Kasserine ou encore à Bizerte ici en Tunisie, à Damas ou encore dans la bande de Gaza. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, également sur Twitter, TV5 Monde, @TV5 Monde, pardon, MOE. Et on va terminer comme premier en musique avec Armada Bizerta. Merci à tous les quatre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je n'ai pas oublié Bizerte, votre ville Bizerte. Alors, parmi les sujets que vous évoquez, c'est les difficultés économiques, le chômage des jeunes notamment, les problèmes d'inégalité aussi entre les régions de votre pays, la Tunisie. Vous critiquez aussi le système éducatif. Allez, peut-être en quelques mots, s'il y avait une priorité aujourd'hui pour venir en aide aux jeunes Tunisiens qui sont en difficulté, ce serait laquelle? La priorité, c'est de s'unir surtout et de s'engager parce que, voilà, on a besoin d'être unis et de continuer la lutte, parce que pour moi, la révolution n'est pas achevée, quoi. Il faut continuer, il faut lutter, il faut agir comme citoyen conscient pour pouvoir continuer ce chemin, quoi, arriver jusqu'à la fin, quoi. Alors l'unité, vous allez joindre, si je puis dire, la chanson à la parole, à ce que vous venez de dire, puisque vous allez nous interpréter Entier Sout, Tuer la voix. C'était une chanson qui incitait les jeunes Tunisiens, notamment, à aller voter avant le scrutin. On rappelle que le taux de participation atteint 80%, donc on imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés déposer leur bulletin dans l'urne. Et vous allez aussi nous interpréter Armentalita. Armentalita, c'est votre premier morceau. C'est un message d'espoir que vous adressez à tous les artistes engagés. C'est à vous. Yo, un grand amour pour ma Tunisie, un MIC, l'un des points de philosophie, c'est l'Asie que j'apprécie, tout c'est Adi, tapera pour la plume, l'engagement et je l'assume, l'étincelle qui l'allume, la poésie du bitume, je l'ai attrapé comme un brume et comme un olivier, dans une terre de paix. Enraciné, l'armada mentalité est un concept, je suis son adepte. J'accepte de t'engager, enragé, accroché à la vérité jusqu'à la fin sans lâcher. C'est ma destinée et sans cash, monnaie, ma passion m'a trop donné. Je vais pas abandonner de l'inspiration, j'en ai. On veut de l'estime pour nos artistes, les photographes, les graffeurs, langue et la liste. Ceux qui taffent avec le cœur s'expriment avec la création, les phares de cette génération. En Tunisie, y a trop de talent. Les cinéastes, les peintres, les jeunes artistes tunisiens. Votre flamme ne va pas s'éteindre. Réveille ton âme, il faut atteindre. Le sommet, l'apogée de l'art engagé. Armada Bizerta dit la vérité. Hip-hop, mouvement, everybody say. On fait du rap pour la plupart pour l'oseille. Écoute trop, c'est ta pure dans tes oreilles. Armada Bizerta dit la vérité. Hip-hop, mouvement, everybody say. On fait du rap pour la plupart pour l'oseille. Écoute trop, c'est ta pure dans tes oreilles. Yo, la Tunisie est libre. Jusqu'à quand? We fight until we win. We fight until the end. Armada Bizerta dedicated to my friend.
Yo. AB. انت السوق. Alex. Yeah. Yo. Check. Liberté, solidarité, démocratie. Hein? Révolution culturelle en Tunisie. Yo. 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 That's. Yo. انت السوق. انت السوق. انت السوق. Yo. Dedicated. Yo. Hey. Hey. Yo. 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 Campus. Campus. Yeah. Yeah. روحي مخنوق دمي غلاف في العروق يزي ما عشنا لوطة زعما قوليش فما الفوق خويا ما فات الفوت راك مازال تتعلم الدنيا هادي دوز وانت رد بالك تسلم مانيش باش نسلم ايماني بروحي قوي ندافع على حقي وحق بلادي مادامني حي هذا المفيد نحبك حربي سديدة تونسنا تبيع وتقوم ونبنيوها من جديد انا توسي انت توسي كلنا توانسه متحدين جابيلا لونيتي يدفل يد اخوات صامتين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونه والقعده صاي تونس رايح حره وعاد الظلم لازمو يتعدى Demande aux martyrs, c'est pas facile de partir. Il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie. À consommer sans modération en Tunisie. يا شعبي انت السود لن يمروا مهما بنا وحيود لن يمروا مهما بنا وحيود يا شعبي انت السود لن يمروا مهما بنا وحيود يا شعبي انت السود لن يمروا مهما بنا وحيود لن يمروا يا شعبي انت السود ليبر لن يمروا مهما بلا وحيود يا شعبي انت السود Non à une nouvelle dictature, on dit non et on continue le combat.